c'est vraiment d'écouter la petite voix qui nous dit qu'on devrait être plus audacieux, être plus, aller de l'avant, prendre des risques, etc. Et ça, c'est vraiment cette petite voix-là, il faut l'écouter. Parce que de toute façon, il n'y aura pas de survivants, hein, donc je veux dire, on connaît la fin. Toutes les vies se terminent de la même manière. Hein, bon, et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avant ? Et ce qu'on fait avant, il faut quand même savoir s'écouter, se connaître, avancer et cultiver de la joie, du bonheur pour soi et autour de soi. Dans les méandres sombres où vacille la loi, l'avocat s'avance, porteur de foi. Gardien des équilibres, des voix oubliées, il redonne souffle aux âmes bafouées. Maître des mots, il façonne le destin. Ses phrases ciselées tracent des chemins. Gildas Racidé, je suis, de classification diplomatie, relations internationales et droit des affaires. Je suis un grand passionné du leadership, de la négociation et entre autres de l'entrepreneuriat. Cela n'est pas le sujet de ce soir. Et d'ailleurs, si c'est pour la première fois que vous nous découvrez sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à notre chaîne parce que ici, justement, nous partageons, nous discutons avec des professionnels du droit, des personnes engagées dans cette sauvegarde de l'état de droit qui nous est tant cher. Nous échangeons autour de leur engagement, des doutes, de leur bataille silencieuse. On parle de tout et de rien, mais plus dans un aspect de développement personnel. Le but, c'est vraiment d'éveiller en vous un souffle nouveau, de vous amener vraiment à être résilient dans vos quotidiens et surtout aux étudiants dont les vicissitudes de leur parcours académique peuvent faire penser ou peuvent faire oublier par des moments la destination finale de leur projet. Et donc, abonnez-vous et restez connectés pour découvrir tous les profils que nous vous présenterons au fur et à mesure. Le parcours et résilience. Devenu avocat après des expériences complémentaires en biotech, il cumule des compétences en droit des affaires, en gestion et en sciences. Plusieurs masters à son arc. Master en biologie et santé à Bordeaux en 2002. Retenez bien les années, ça peut servir. Un master en innovation et entrepreneuriat en 2003. Un master en droit et fiscalité de l'entreprise en 2020. Et il est avocat au barreau de Bordeaux. Encore une fois, j'ai l'immense honneur et le plaisir de recevoir Maître Guillaume Plane. Bonjour Maître. Bonjour Gildas, merci pour tout ça. Comme vous pourriez le remarquer dans mon attitude, je suis très admiratif de votre parcours parce qu'on a eu à échanger un peu, vous et moi. Ouais. Déjà, les circonstances dans lesquelles je vous ai rencontré, franchement, encore une fois, merci de m'avoir accordé ce temps parce que c'était pas évident. Voilà. J'ai une petite connaissance de vous sur les réseaux sociaux. J'ai fait des recherches en préparant cette émission et je voudrais l'entendre de vous. Qui est Guillaume Plane? D'ailleurs, est-ce que je prononce bien? Oui, c'est ça. Ok, parfait. Ouais. Qui est-il? Alors, bon, je ne vais pas parler de moi à la troisième personne quand même, je pense. Mais qui suis-je? Là, c'est quand même un sujet particulièrement vaste et je pense que je ne pourrais pas, comme ça, le temps d'un échange, pouvoir vous livrer quelque chose d'aussi approfondi que ce que vous semblez rechercher. Mais écoutez, à l'heure où on parle, je suis avocat et avec beaucoup de joie, de bonheur. C'est une profession qui est merveilleuse et que j'ai rejoint, vous l'avez dit, il y a peu de temps en fait, puisque j'ai une année de bar à l'heure où nous parlons. Mais cette année de bar a été la possibilité pour moi de confirmer que ce choix professionnel était vraiment le bon et que c'était dans mon existence exactement l'endroit où je devais être pour faire ce que j'avais à faire. Et je pense que j'ai mis du temps à trouver ça. Mais je pense qu'aujourd'hui j'y suis. Et je vais pouvoir, dans les années qui viennent,
exprimer, eh bien, voilà, si je ne sais pas qui je suis, je pense que qui je suis va pouvoir s'exprimer pleinement dans les années qui viennent grâce à ça. Ah, mais super. C'est ce qui est également intéressant dans votre profil. Vous le disiez humblement tout à l'heure que une année de bar, une année c'est beaucoup. Une année c'est énorme. Et je disais ce qui est intéressant dans la mesure où vous sortez fraîchement de la formation, de la formation en tant qu'avocat. Et donc vous avez des notions nouvelles en quelque sorte de tout ce cheminement que vous allez sans doute partager avec nous tout à l'heure. Mais la prochaine question que je voudrais vous poser, vous êtes originaire d'où? Vous êtes né où avez-vous fait vos études? Et qui étiez-vous quand vous étiez enfant? Comment vous pourriez décrire tout ce personnage? Alors, bah, moi, j'ai eu une enfance européenne, je dirais, entre guillemets normale, parce que c'est pas un mot que j'utilise beaucoup, que j'affectionne particulièrement, mais une enfance, je dirais ni heureuse ni malheureuse. J'avais à manger, j'avais un toit, des frères, des sœurs, mes parents étaient vivants, et j'ai suivi mon père qui était militaire, qui était muté tous les 3 ans en moyenne. Entre ma naissance, où il était déjà militaire, jusqu'à ce que je m'établisse à Bordeaux pour entamer un cycle d'études à l'époque. Peut-être qu'on en reparlera, c'était des études en sciences de la vie. Je suis devenu biochimiste à Bordeaux. Et voilà, c'était pas... Je sais pas du tout je saurais pas vous dire ce qui a forgé mon caractère, ce qui m'a dans mon enfance ou tout ça, si ce sont des joies, des blessures ou je saurais pas vous le dire. Mais bah, écoutez, en tout cas, on est là, présent au monde, hein, vous, moi, et on fait ce qu'on a à faire, c'est-à-dire ce qu'on a dans le cœur. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et aussi, quelle était, puisque là, je remarque une présence familiale, autour de votre jeune âge, quand vous étiez plus jeune. Quelles sont les valeurs alors que vous avez hérité de cette présence familiale? Je ne saurais pas vous le dire précisément. Je ne pense pas que mes parents avaient un projet éducatif précis avec des valeurs à transmettre. Ils ont transmis des valeurs par l'exemple, mais je ne suis pas sûr de pouvoir verbaliser correctement ces choses-là. Ce qui est certain, c'est que très tôt, j'ai eu un goût pour la justice. C'est-à-dire, enfin, non pas forcément un goût pour la justice, mais un dégoût pour l'injustice, on va dire plutôt. C'est-à-dire que j'étais très très sensible aux injustices, celles que je vivais, mais aussi celles que les autres En quelque sorte de pouvaient vivre. frustration? C'est-à-dire si un camarade en classe était injustement puni ou réprimandé, je prenais spontanément sa défense. C'était parce que je ne supportais pas que quelqu'un soit victime d'une injustice. Alors évidemment, j'avais aucune notion de droit à l'époque, j'avais pas de notion philosophique particulière, mais j'avais ce besoin de que chacun soit dans une situation où il n'est à assumer que ce qu'il a fait et pas nécessairement ce qui lui est imputé injustement. Voilà. Ah ouais. Alors je ne saurais pas vous dire d'où ça vient, mais c'est comme ça. Oui, bien sûr. Et donc, avec déjà, on remarque déjà la justice, un faible ou un fort pour la justice qui se trame déjà dans votre parcours. Mais après, on remarque que vous allez vers la biologie. Qu'est-ce qui a motivé ce choix quand vous étiez plus jeune? En fait, moi, je me suis retrouvé après le bac, je ne savais pas trop quoi faire. Enfin, si, je savais quoi faire. Je voulais faire de la philosophie, moi, après le bac. C'est ça qui m'intéressait, la philosophie. Et j'ai découvert la philosophie pendant l'année de terminale, comme beaucoup de Français qui vont au lycée. Et j'ai été vraiment ébahi par la puissance de cette discipline, avec un professeur exceptionnel, enfin, que je considère comme étant exceptionnel, et avec lequel je suis encore en contact aujourd'hui, et voilà, que j'affectionne particulièrement. Et ça a été un épisode marquant dans mon existence, mais en fait, mes parents ne m'ont pas suivi pour que je fasse de la philosophie. Et je me suis retrouvé en fac de médecine, sur projet parental. Ça ne correspondait pas vraiment à ce que j'avais envie de faire. Bon, je travaillais volontiers
pour avancer dans cette voie. Et naturellement, j'ai fait de la science. Voilà. Parce qu'en fait, on est un peu comme ça, on avance pas à pas, et puis en fonction du goût qu'on a pour les choses, on fait des choix. Et parfois, les choix sont faits pour nous. Quand vous êtes en première année de médecine, vous pouvez échouer au concours, ce qui a été mon cas. Et donc, naturellement, vous allez ensuite vers des disciplines qui vous plaisent, quoi, hein, et puis qui vous laissent dans la continuité de votre cursus, quoi. Et donc, moi, c'était la biologie moléculaire. J'ai été ébahi par la puissance de la biologie moléculaire en première année de médecine. Et donc, naturellement, j'ai poursuivi des études de biologie moléculaire voilà, pendant 5 ans à Bordeaux. Jusqu'au master? Oui, jusqu'au master, oui. Ouais, ouais. Intéressant. Et vous étiez sans doute, enfin, j'imagine, assisté de vos parents. Je veux parler de... Est-ce que vous faisiez un job étudiant quand vous étudiez ou... Oui. Oui. Et j'ai eu une période de pauvreté assez marquante pendant mes études et qui probablement a aussi forgé mon caractère, même si ça vient tardivement, voilà, sans basculer dans une perspective freudienne ou lacanienne. On est quand même marqué, je pense, à l'adolescence, à la post-adolescence par ce que nous vivons. Et donc, oui, je travaillais évidemment pendant mes études, donc je faisais les grillades dans un restaurant, dans une chaîne de restaurants que je ne nommerai pas, mais qui peut-être certains reconnaîtront. Je faisais l'été, je faisais des chantiers de marquage routier, des chantiers de forage ou de micro-forage pour renforcer les fondations des maisons. Je faisais des inventaires quand c'était possible dans les magasins, dans les supermarchés. Voilà, c'est une adolescence ou un début de vie adulte nécessairement actif, mais actif par nécessité, pas par goût, mais je note quand même que ça m'a beaucoup servi, que ça m'a forgé. C'est une très bonne chose de travailler pendant ses études, d'avoir un travail évidemment qui soit compatible avec les études. Et je pense franchement, je pense qu'on a le temps. Si on est organisé, on a le temps. Et justement, si on est organisé, donc comment est-ce que vous avez trouvé cette organisation, ou vous êtes aménagé pour trouver cette organisation parce que travailler aussi à côté des études, c'est pas simple. On parle des études de sciences. Oui. En fait, c'était il y a 20 ans hein, quand même, mais en fait, ce qu'il faut, c'est trouver le travail qui est compatible avec nos études et pas l'inverse. Je pense que si on s'engage dans un cycle d'études, c'est pour obtenir des diplômes, une qualification reconnue par le marché du travail ou par l'environnement, et pour qu'on apporte une valeur ajoutée à la société. Donc il faut avant tout réussir ces diplômes, et le travail est un moyen pour ça. Donc ce qui est important, je pense, c'est de pas louper des cours ou des examens par nécessité de travailler. Sinon, il ne faut pas faire d'études. Il faut directement travailler à plein temps. Voilà. Mais une fois que vous avez trouvé ça, vous travaillez le soir, vous travaillez le week-end, et vous pouvez obtenir tout ou partie des ressources qui sont nécessaires pour vivre, tout en continuant à étudier. Ouais. Et aussi, pendant ces périodes donc, de sortie d'adolescence pour l'âge de jeune adulte et autres, les questionnements que l'on pourrait être amené à se poser et autres, j'imagine, vous êtes un humain, donc vous avez traversé aussi des périodes comme ça. Comment est-ce que cela s'est manifesté dans votre parcours, et quelles réponses vous avez pu trouver à ces occasions? S'il y a des faits marquants, vraiment, n'hésitez pas à nous le dire. Franchement, voilà. Ah ben, les faits marquants, moi, c'est quand c'est en lisant le Zarathustra de Nietzsche, hein, sans doute. Là, ça, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose d'extrêmement marquant dans mon existence. Il y a eu avant et après. Et en fait, toute l'œuvre de Nietzsche derrière a jalonné mon parcours. Et je vous disais que je voulais étudier la philosophie après le bac. Et en fait, j'ai plus étudié, même si je n'étais pas inscrit en fac de philosophie, j'ai beaucoup plus étudié la philosophie que la science. D'ailleurs, en étant étudiant en sciences. Oui, il n'y a pas que de la philo, mais oui.
Oui, bien sûr. Et voilà, donc après, c'est en découvrant des philosophes. Par la philosophie, j'ai basculé vers la découverte de la poésie. C'est pour ça que le premier texte que vous avez dit en introduction m'a beaucoup touché. J'ai trouvé ça Merci. très très bien. Et puis après la poésie, la littérature en général. Alors c'est étonnant parce que avant la philosophie, j'étais vraiment rétif à la lecture. J'aimais pas trop ça. Je trouvais ça rébarbatif. Ce qui me plaisait, c'était les équations mathématiques. Et en fait, après, en découvrant la philosophie, finalement, ça a ouvert mon esprit et certainement mon cœur à beaucoup plus de choses. Et voilà, notamment la poésie. Et je continue aujourd'hui régulièrement à découvrir des poètes, des philosophes, des écrivains. Et ça, c'est vraiment une grande joie, ouais, dans l'existence. Donc, accroché, attaché à la lecture, de nature solitaire. Oui. Ok, donc, la crise d'adolescence ou de sortie d'adolescence, excusez-moi, ne s'est pas véritablement exprimée. C'est ce que on peut le dire comme ça ou forcément? Je sais pas. Il n'y a pas eu de crise. Non, il n'y a pas eu de crise. Non, il n'y a pas eu de crise. Des questionnements. Les questionnements ont perduré, mais en fait, la philosophie vous permet de comprendre qu'il est plus important de poser des questions que d'apporter des réponses. Donc peut-être que c'est comme ça que j'ai résolu mon problème de sortie de l'adolescence, je ne sais pas. Ah, mais c'est intéressant. Et donc, vous avez fait vos études donc de biologie jusqu'en master, Ouais. ici à Bordeaux, des amis, vous sortiez, les sorties de jeudi, soit c'est des choses, vous étiez habitué à cela, ou il y avait Oui. des, ok, entre copains, Oui. des anecdotes à partager avec nous? Moi, j'ai des souvenirs de fûts de bière dans les soirées étudiantes, puisque je participais à l'organisation des soirées étudiantes pendant ce cursus-là de sciences, dans l'association des étudiants en biochimie et biologie cellulaire, qui avait la réputation d'organiser les meilleures soirées de Bordeaux à l'époque. Et oui, d'excellents souvenirs de soirées étudiantes. Comme quoi, quand on est étudiant, il faut aussi profiter. Et quand on est étudiant, il faut aussi profiter. Il faut vraiment vivre pleinement, oui, je pense. Il ne faut pas se perdre, évidemment, comme font certains, hein, dans l'exclusivité des soirées. Voilà, quand on est étudiant, c'est pour étudier. Mais c'est aussi parce qu'on est à un stade de l'existence où on va à la découverte de beaucoup de choses. Donc il faut aussi faire des découvertes avec parcimonie, il faut être quand même vigilant par rapport à ce qui nous est offert. Mais évidemment, il faut profiter de la vie, quoi. Il ne faut pas se consacrer simplement à ces livres et à ces cours. Mais il faut quand même se consacrer à ces livres et à ces cours, c'est important. Tout à fait, je l'entends bien. Et donc, là, nous venons aux choses plus sérieuses, hein, pour nos auditeurs, bien entendu, des juristes et autres. Donc, après les études de biologie, vous avez fait quoi après? Alors, j'ai adoré la science. J'aime beaucoup toujours la science. C'est vraiment extraordinaire pour moi, au sens large. Hein. Bon, c'était beaucoup la biologie moléculaire. Mais en 5e année, j'ai passé 1 an en laboratoire de recherche au CNRS. Et je me suis aperçu qu'on pouvait beaucoup aimer la science, mais pas aimer la recherche. Voilà, parce que c'est un quotidien très particulier quand même, hein, le quotidien d'un chercheur. Et je me suis aperçu que ça ne correspondait pas du tout à ma personnalité. D'accord. Que j'avais besoin de respirer. Et donc être enfermé dans un laboratoire, ce n'était pas forcément la meilleure idée pour moi. Et donc j'ai cherché d'autres solutions. Et c'est comme ça que je me suis inscrit en école de commerce à Paris pour étudier la gestion. Je souris parce qu'à l'époque, moi j'étais un petit peu programmé entre guillemets pour faire de la recherche, pour préparer une thèse et ensuite faire de la recherche en laboratoire. Et quand on m'avait demandé dans un jury pourquoi je voulais partir en école de commerce, j'avais dit c'est parce qu'il faut absolument que j'apprenne un métier. Mais c'était vrai en fait, c'était presque que j'apprenne à faire quelque chose. À l'université, à l'époque, vous étiez étudiant en sciences, hors de la recherche, point de salut. Alors qu'en fait, il y a plein de choses à faire, intéressantes, en dehors de la science.
Et bon, ça, c'est un souvenir que j'ai qui me fait sourire. Mais bon, moi, j'avais déjà, je pense, une certaine ouverture d'esprit en m'imaginant qu'avec un cursus en sciences plus autre chose, je pouvais faire quelque chose de différent et d'utile. Voilà. Ah oui. Là, vous apostrophez, je pense, l'importance en fait de savoir, de savoir configurer, non pas configurer, mais toutes les compétences théoriques apprises, de les mettre en pratique en quelque sorte. Oui. Et vous remarquez ou vous semblez comprendre à cet âge-là qu'il manquait quelque chose pour que vous transformiez en fait les compétences théoriques en compétences plus pratiques pour vous générer en quelque sorte du capital Oui, tout à fait. derrière, pour vendre en fait ces compétences. Oui, pour les valoriser. Pour Oui, les tout à fait. valoriser. Oui, absolument. Ouais. Et donc, bon, donc j'ai pas fait de la recherche. J'ai trouvé un cursus vraiment exceptionnel dans une école de commerce à Paris, qui est orientée sur l'innovation et la création d'entreprises, avec un directeur scientifique, Olivier Bassot, qui est quelqu'un vraiment là aussi de très marquant, avec qui je suis encore aujourd'hui en contact. En fait, notre parcours est jalonné par des personnes comme ça qui nous influencent positivement, elles ne nous conditionnent pas, mais il y a avant et après la rencontre. Et là, avec le directeur scientifique de ce master en école de commerce, c'était ça, c'était vraiment... c'est quelqu'un qui venait de la philosophie d'ailleurs. Ah oui. Oui, mais qui était docteur en gestion. Et donc qui avait un esprit particulièrement ouvert, créatif, orienté sur l'innovation. Et c'est ça vraiment qui m'a beaucoup plu. Et ça m'a beaucoup stimulé dans mon existence. Ouais. Ah oui. Et donc, après donc, le master en innovation, j'ai remarqué que vous avez voyagé. Oui. Ouais. C'est après le master? Après le master, j'ai créé une entreprise de biotechnologie. Donc, alors, voilà, vous étudiez la science, vous n'êtes pas obligé de faire de la recherche. Tout à fait. Vous pouvez vous servir de la recherche pour essayer d'améliorer le quotidien des gens avec les biotechnologies. À l'époque, c'était moins à la mode que ça ne l'est aujourd'hui. C'était en 2004, cette première société. Donc, j'ai créé une société qui, à l'époque, produisait des ARN messagers. Donc qui étaient des molécules intéressantes sans plus. Il n'y avait pas encore les vaccins Covid qui sont basés sur de l'ARN messager aujourd'hui. Il y avait des projets de vaccins, des projets de thérapie basés sur l'ARN, mais qui étaient encore à l'époque au stade expérimental. Mais nous, on était quelques-uns, on était une équipe pour créer cette société, et on avait senti que l'ARN messager pouvait vraiment présenter vraiment un potentiel important. Il y avait à l'époque le prix Nobel de Fire et Mello qui nous avait marqué. Il y avait un certain nombre d'éléments qui laissaient penser que les ARN au sens large, et singulièrement les ARN messagers, pouvaient vraiment présenter un potentiel thérapeutique, vaccinal, diagnostic, c'était déjà le cas à l'époque, mais que c'était des molécules qui pouvaient devenir centrales pour la santé humaine. Alors nous, on a pris notre risque, et on avait le chercheur avec lequel j'étais associé avait mis au point une technologie de production de ces molécules basée sur la fermentation de la levure, qui était avantageuse. Et donc on s'est lancé comme ça, quoi, un peu fleur au fusil quand même, il faut le dire. Bien sûr. J'étais jeune. À quel âge? J'avais 25 ans. Ok. Ouais. Et donc c'est ça qui m'a fait voyager en fait, parce que on avait quelques clients au début, mais qu'on ne trouvait pas en France. Nos clients étaient en Allemagne, en Amérique du Nord, au Japon, mais on n'avait pas de clients en France. Et notre projet, au fond, il n'y a pas grand monde qui y croyait à l'époque. C'était très 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 en amont. Et donc finalement, au bout de 7 ans, on a dû arrêter. À l'époque, le marché de l'ARN messager était quand même pas un marché comme il l'est aujourd'hui. Et donc, voilà, on a dû arrêter. Donc on a arrêté cette société en 2011. Mais entre-temps, effectivement, j'ai pas mal voyagé. Oui. Pour aller chercher des clients, voilà, un peu dans tous les pays où j'étais susceptible d'en trouver. Ah oui. Voilà. Ah oui, intéressant. Donc, d'étudiant en biotechnologie, vous êtes passé à étudiant
en master innovation À Paris, ouais. voilà, à Paris. L'objectif était vraiment de pouvoir mettre vos compétences théoriques en pratique, en quelque sorte. Oui. Donc, vous avez pu gérer les deux. Vous avez créé une société donc, à 25 ans. Et à quel âge, si vous avez mémoire, ça c'est fini? Vous l'avez fermé à quel âge? J'avais 33 ans Ah oui. quand j'ai arrêté cette société. Ouais. Ah oui. Ouais. Donc, ça a quand 32, même 32, duré, 33, ouais. un peu, oui. Ouais, ouais. Oui, oui, alors c'est des sociétés qu'on développe en fait en levant des fonds. Vous avez quelques clients, mais ça ne suffit pas à couvrir vos charges qui sont quand même importantes parce qu'il y a un travail de recherche et de développement qui est important. Donc on a levé 3 millions d'euros pour développer cette société en plusieurs fois. Et ce qui aujourd'hui, ce n'est pas des sommes extraordinaires dans le secteur des biotechnologies aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quand même un gros effort pour pouvoir mobiliser ces sommes. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et on a dû arrêter finalement parce qu'en fait, si vous voulez, il faut quand même qu'à un moment, vos ventes couvrent vos charges. Tout à fait, tout à fait. Parfois, c'est au bout de 25 ans dans les biotechnologies. Oui, Ça met énormément de temps. Quand vous développez un médicament qui met plus de 15 ans à aller sur son marché, voilà, le temps du développement clinique et d'apporter les preuves de son efficacité, ça met énormément de temps. Mais il faut quand même qu'au bout d'un moment, vous puissiez couvrir vos charges avec vos ventes. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas su faire. Voilà, si on est. Vous avez essayé aussi, je pense. Si on avait été 10 ans plus tard, Oui. avec l'épisode Covid qu'on a connu, on serait vraiment on aurait beaucoup de succès, mais on était 10 ans trop tôt. Mais en fait, quand vous vous lancez, vous ne pouvez pas savoir. Oui, bien sûr. Vous ne pouvez pas savoir Bien si... sûr, bien sûr. Vous savez qu'il y a une tendance et qu'il va y avoir quelque chose. Vous ne savez pas si c'est dans 1 an, dans 10 ans ou dans 50 ans. Oui, oui. Non, ce que vous dites, c'est très intéressant. Moi, j'encourage mes jeunes collaborateurs, en fait, j'encourage qui veulent l'entendre très souvent que même quand on est étudiant, pendant ce parcours, de ne pas hésiter à mettre en place des initiatives. Parce qu'au fur et à mesure, on grandit avec l'initiative, on mature cela aussi avec le temps. Et si on est passionné par cela, au bout d'un moment, ça cartonne, on peut le faire cartonner. C'est ce que je remarque également, c'est l'enseignement en tout cas que je tire dans ce parcours de votre vie, où on peut lancer des initiatives quand on prend les compétences théoriques dans nos différentes écoles et autres, de ne pas attendre forcément à finir pour ne pas avoir la perspective, pour ne pas être en manque de perspective, d'oser vraiment aller chercher à travers des formations secondaires et autres de la pratique pour pouvoir réellement transformer la théorie. Mais bien sûr, vous prenez en main, par exemple, vous êtes étudiant et vous dites tiens je vais faire un podcast sur un sujet, etc. Vous allez comme ça à la rencontre de différents professionnels, c'est excellent ce que vous faites. Vraiment, vous allez donc rencontrer les uns et les autres, vous étoffez votre réseau, vous qualifiez votre réseau, vous êtes acteur de votre vie, vous avancez et vous allez nécessairement vers le succès, aucun doute. C'est très bien. J'espère. Bon, donc comment est-ce que vous êtes arrivé en droit? Alors, pendant cette période, vous avez quand même fondé une famille. Vous avez vécu. Ouais. Dites-nous un peu, maître. Dites-nous, nous sommes là. Dites-nous. Comment est-ce que ça s'est passé? Quand j'ai fermé ma première société, j'étais sur le point d'avoir un deuxième enfant. Voilà. Donc, j'avais déjà un enfant, j'étais marié. Ça. Et voilà, donc j'ai eu ma fille un mois après la fermeture, c'est-à-dire le dépôt de bilan de ma première société. J'ai eu la joie de vivre la naissance de mon deuxième enfant, de ma première fille. Intéressant. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai 3 enfants. Waouh, voilà, c'est mignon. Parce qu'après, on ne s'est pas arrêté là, on a eu un 3e enfant. Voilà. Donc, finalement, au fond, la vie est faite comme ça. Vous avez des joies et vous avez des peines, et parfois elles s'entremêlent. C'est difficile de fermer une société. C'est très difficile. Et ça a été racheté après? Non, elle a été liquidée. Donc on a arrêté net, et ensuite vous liquidez, et
Voilà, donc c'est extrêmement compliqué à vivre sur le plan psychologique, surtout en France. Mais bon, après on peut dépasser quand même. La vie n'est pas terminée, mais on doute énormément de soi. Oui, c'est très très compliqué. Mais vous avez aussi des joies et en même temps, la naissance d'un enfant, c'est quand même... Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on a de mieux à faire sur Terre que des enfants, je crois. Ouais, avec le recul, vous pourriez dire ça, mais en son temps, j'imagine. Je le pensais déjà à l'époque. Ouais. Oui, mais c'est vrai, on le pense. On le pense au moment, c'est des choses que nous savons, mais quand on se retrouve dans la situation, je sais, je vous apprends rien, mais j'ai comme l'impression que vraiment, toutes ces notions qu'on a, ben, ça disparaît. Bah, on est inquiet, mais non, mais c'est... Enfin bon, c'est simplement ce que je veux dire, c'est que on n'est pas... C'est pas que la face d'une médaille qui est compliquée. Il y a toujours une autre face. La médaille va se retourner. Et notre vie est faite de plusieurs médailles qui ont un avers et un revers. Et donc, il faut pouvoir jouer avec ça. Vous pensez que ces revers font partie de ce qui crée la personnalité que nous sommes? Ah oui, bah, bien sûr, aucun doute. Ouais. C'est de l'expérience, vous vous intéressez à la résilience. Oui. Aucun doute sur les étapes qui jalonnent notre parcours, en joie et en peine, nous forgent. Ça, c'est certain. En bien comme en pas bien. Il faut aussi être capable de travailler sur soi pour encaisser les difficultés et les retourner à en faire un avantage. Et vous pensez qu'il existe dans l'existence humaine une étape, vous qui êtes passionné de philosophie, là je vous tiens, j'espère, vous pensez qu'il existe une étape de l'existence humaine où on doit se focaliser, de dire que voilà, à ce moment je travaille sur moi, je découvre plus qui je suis, vous pensez? Ah non, je pense à tous les âges, ça. À tous les âges, ça, ok. Tous les âges, ouais. Mais on en a plus besoin peut-être entre 35 et 45 ans, oui. Ça fait le beurre des psychologues, hein, mais... Ah oui? Oui, aucun doute, ouais. Moi, je ne vous le cache pas, moi, mes 20 à 25, franchement, c'était violent. Hein. Dans quel sens? Dans le sens où des questionnements, je m'en suis posé, des tas et des tas, sur le sens de la carrière, alors que j'estime que j'avais mis en place des initiatives qui traçaient déjà un peu, qui relevaient de mes valeurs personnelles, des valeurs familiales et tout autre, qui étaient déjà en cours. Mais à ces âges, franchement, ça s'est transformé en questionnement. Je ne sais pas si c'est l'ennui qui a créé cela, mais... Mais le doute n'est pas forcément une mauvaise chose. Voilà, on ne peut pas être complètement sûr de soi dans ce qu'on entreprend, mais il faut un petit peu quand même d'assurance. Et le doute peut être l'occasion justement d'un questionnement qui est fécond, sûrement, vous inquiétez pas. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et les étudiants, ces doutes ajoutés vraiment à ce qui peut être aussi... un revers de la société, je le dis comme ça, les échecs scolaires par exemple, qu'on stigmatise tellement de mauvais ou pas bien dans nos sociétés. Vous avez quel regard là-dessus, vous? Un regard qui est finalement aujourd'hui assez partagé, je pense, par beaucoup de monde. Enfin, dans ce que je suis pas très actif sur les réseaux sociaux, mais je peux voir différentes choses dans ce sens. En fait, on n'apprend pas grand-chose du succès. Par contre, on apprend énormément de ses échecs. Sur soi, on peut évidemment cultiver un regret, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. On doit parfois assumer les reproches de ses proches dans l'échec scolaire, puisque vous parlez d'échec scolaire, mais notre vie est faite d'une succession d'échecs, et c'est de ces échecs-là qu'on apprend le plus de choses, que ce soit des échecs scolaires, des échecs professionnels, toutes les difficultés. Si vous n'avez pas connu l'échec, vous ne savez pas grand-chose de la vie, en fait. Vous n'avez pas fait grand-chose si vous n'avez pas connu l'échec. Donc il faut accepter l'échec comme une leçon, et pour faire mieux par la suite. Et voilà, je pense que c'est vrai pour tous les métiers. Hein. Ouais. Et de cet échec, vous avez pu rebondir donc en devenant avocat aujourd'hui? C'est vrai? En fait, vous parlez de ma première société que j'ai dû liquider. En fait,
Du coup, j'ai accepté à l'époque d'être salarié, voilà, pour différentes raisons, familiales essentiellement. Oui, bien sûr. Donc, je suis devenu salarié dans une grande entreprise mondialisée. Et là, en fait, je me suis beaucoup ennuyé. Ouais. Ouais. Dites-nous, comment Ouais. En vous ne fait, trouviez pas à votre place? oui, alors ça certainement, oui, oui, ça c'est aucun doute. La subordination, c'est quelque chose qui me semble pas naturel, déjà, de base. Je pense pas que l'être humain soit fait pour la subordination. Donc, c'était pas forcément ma place, mais je pense que c'est la place de personne d'être dans un contexte comme celui-là. D'être salarié? Oui, d'être subordonné. En fait, l'idée de subordination, pour moi, est vraiment contre nature. Voilà, l'être humain est fait pour la liberté. Alors, il y a un état de nécessité quand même. Il faut manger, il faut que la société soit organisée, il faut tout ça, évidemment. Mais ça me semble pas naturel, la vie salariée. Et d'ailleurs, les gens sont pas naturels dans la vie salariée. Ah oui, vous trouvez? Ah oui, ils sont pas naturels. Et ils ont un comportement qui est pas forcément très franc, et parce que ils jouent sur différentes choses pour avancer dans leur carrière. Voilà, qui sera et pourquoi? Franchement, pourquoi? J'ai observé des choses, mais vraiment tout à fait discutables dans les grandes entreprises mondialisées, parce que les gens consacrent au fond plus de temps à avancer leur carrière, etc., plutôt que de faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire réussir un projet, et puis rendre les gens heureux autour d'eux. Voilà. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment regrettable. Donc là, c'est sûr que c'était pas du tout ma place. Mais je suis quand même resté 10 ans dans. Waouh. Oui, je parlais de l'état de nécessité, c'est-à-dire Oui, que bien vous sûr. avez 3 enfants, il faut les nourrir. Ouais. Bon. Donc, moi, j'ai pas consacré de temps à faire progresser ma carrière dans une grande entreprise mondialisée, mais ce temps que j'aurais pu consacrer, comme font certains, 30-40% du temps, hein, à torpiller les projets des uns, à aller, séduire un supérieur, un vice-président, un machin, tout ça. Ce temps-là, moi, je l'ai consacré plutôt à reprendre mes études. Voilà, donc j'ai repris mes études le soir, le week-end, à distance, Quel âge? vers 35 ans à peu près. Ah ouais? Ouais. Vous Ouais, ouais. avez repris vos études à 35 ans, 37? Oui, 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 donc en première année, d'abord pour m'occuper, et ensuite pour finalement faire avancer un projet qui me correspondait plus, et donc pour devenir avocat. Voilà. Donc, vous étiez dans une carrière, vous avez repris vos études donc, dans la même carrière. Et quel type d'études? Des études de droit? Oui, voilà. À 37 ans? Études de droit, ouais, Et vous 37, ouais. reprenez en première année de droit? En première année de droit, oui, à distance, hein. À distance? Donc voilà, parce Ok. que à l'époque, et je crois que ça existe encore, à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, il y avait un centre d'études à distance pour justement les gens qui travaillent, pour les gens qui peuvent pas se déplacer, voilà. Et donc, j'avais le temps, hein, donc On s'était modélé aussi à votre agenda. voilà, comme ça, vous étudiez quand vous voulez. Ça, c'est pratique. Vous avez les cours en MP3, donc voilà, je me souviens. Je fais toujours beaucoup de sport, donc j'allais courir en écoutant les cours, les TD qui avaient été enregistrés la veille, comme on écoute un podcast, hein, au fond. Hein. Bon, après, il faut quand même le réécouter stylo en main. Mais voilà, c'est devenu un mode de vie, d'étudier tout en travaillant, en m'occupant de mes enfants. Voilà. Wow. Et finalement, pendant 5 ans, plus 1 an, plus ensuite 2 ans d'école d'avocat, ça a été un mode de vie, quoi, de faire tout ça. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est d'en sortir. C'est-à-dire qu'à un moment, vous n'avez plus besoin d'étudier. Enfin, vous n'avez plus besoin. Les avocats ont toujours besoin d'étudiants. Ils ont même le devoir de le faire. Mais ça ne prend pas la même forme. C'est pas des cours qu'on étudie en vue d'un examen, etc. Et donc, on met du temps à en sortir, en fait, parce qu'on a comme un petit vélo qui tourne dans le vide au bout d'un moment. Mais je pense que là, j'en suis à peu près sorti. Voilà.
Et donc, les examens, comment est-ce que vous les faisiez dans cette Alors là, il fallait se déplacer. distance? Alors, Ok, d'accord. 2 fois par an, il fallait aller à Paris Ok. pour passer les examens et espérer aller en 2e année, et puis en 3e, puis en 4e. Et voilà, donc... Et donc, ça a été un enchaînement sur tout le parcours pour vous, alors, Ouais. en son temps. Ok, jusqu'au master. Et après, Ouais. ok, d'accord. Et vous avez choisi, donc, j'imagine, en son temps, il n'y avait pas encore la plateforme Mon Master? Non. Non, Ok, d'accord. non. La Donc sélection, c'était ok. un parcours comme ça. Donc j'ai fait une 4e année à la Sorbonne Maîtrise? et une maîtrise, ou un master 1, Ok. et une 5e année à Paris Assas, Ok, d'accord. Paris 2. Voilà. Pareil, dans quelque chose qui était aménagé pour des gens qui travaillent, quoi, dans un centre de formation permanente, je crois que ça s'appelait, et avec des cours aménagés, plutôt fin de semaine, le samedi matin, choses comme ça. Ah oui. Voilà. Ah oui. Ah oui. Ce que je comprends, en fait, la leçon que je tire surtout de ce parcours, à ce niveau précis, c'est qu'il ne faut pas hésiter, si ce n'est pas la nécessité pour l'instant de continuer les études comme ça, à vaquer à autre chose et de revenir plus tard si c'est toujours l'objectif principal. Ah, mais à toutes les étapes de la vie, voilà, vous êtes pris dans quelque chose, dans votre existence, vous êtes pris dans quelque chose que vous ne pouvez pas arrêter net, surtout quand vous êtes chargé de famille, mais vous pouvez trouver plein de solutions, tout le temps, pour aller vers un métier qui vous convient plus, vers une vie qui vous convient plus. Voilà, alors, je ne dis pas qu'il faut aller élever des chèvres sur le Larzac si vous ne supportez pas la grande entreprise mondialisée, mais peut-être que pour certains, c'est ça qu'il faut. Oui, tout à fait. Essayer, connais-toi toi-même, hein, donc ça c'est quand même ce qui est écrit sur le fronton du temple de Delphes, hein, il me semble. Et donc ça c'est la première chose. Et puis derrière, eh ben, voilà, et il faut mettre en œuvre ce qui vous permet de vivre joyeusement. Et donc, comment l'inspiration, vous êtes donc arrivé, vous êtes décidé un jour de reprendre les études, donc les études de droit. Pourquoi le droit? Alors, j'avais été confronté, j'avais été client d'avocat, en fait, avec ma première société. Quand vous faites des levées de fonds, vous travaillez avec des avocats. Quand vous avez des problèmes avec vos salariés, vous travaillez avec des avocats. Enfin, au fond, quand vous êtes dirigeant d'entreprise, vous travaillez avec des avocats. Et j'avais été marqué par le raisonnement, par énormément de choses comme ça, qui m'avaient positivement marqué dans la vie des avocats, dans la manière de travailler des avocats. Et donc, c'est venu assez naturellement, en fait. Donc le droit m'intéressait, ça c'est sûr. Après, donc j'ai repris ces études. Au bout de quelques temps, je me suis dit, avocat, ce serait pas mal. Et au fond, en réfléchissant, donc une profession libérale, dans libéral, il y a liberté. Il y a aussi nécessité, mais il y a liberté. Une profession intellectuelle, c'est-à-dire que vous êtes continuellement nourri par des notions nouvelles. Tous les jours, vous êtes confronté à des problèmes que vous devez résoudre, donc qui nécessitent de beaucoup réfléchir. Et puis après, il y a d'autres petites choses qui sont intéressantes. Le fait de plaider, par exemple, ça me plaît particulièrement. J'aime beaucoup, oui, défendre une thèse et la partager. Voilà, je ne suis pas un ténor du barreau, hein, et je suis pas quelqu'un qui a une grande éloquence, mais Humblement, vous le dites. mais j'aime. Bon, c'est gentil, mais j'aime. On n'a pas besoin d'une très grande éloquence pour partager un point de vue sur un problème de droit et emporter une décision favorable quand on le fait, quand on est de bonne foi. Donc tout ça, si vous voulez, ça me semblait vraiment être la profession qui me correspond. Et je pense que c'est le cas. Ouais. Ouais. Et la justice, c'est quoi pour vous alors? La justice, Oui. bah, c'est quand même ce qui permet d'avoir la paix sociale, Ok. en règle générale. Mais la justice, c'est quand même un certain nombre de règles édictées à l'avance qui permettent de faire en sorte que chacun puisse se situer dans ce qu'il peut faire, dans ce qu'il ne peut pas faire, et avec la
l'accès à un maximum de liberté. Voilà, c'est l'idéal de justice que je vis, c'est celui-là. Ouais. Voilà. Ok, donc j'ai remarqué que vous êtes spécialisé en droit civil et en droit public, un peu plus droit des affaires. Droit des affaires plutôt, oui. Oui, oui. Ok, Oui. d'accord, intéressant. Et donc l'exercice vraiment de plaidoirie, c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous intéresse particulièrement. Oui. Ok. Oui, oui. Oui, oui. Mais voilà, enfin, au fond, quand vous plaidez un dossier sur lequel vous avez travaillé, une affaire, même en droit des affaires, hein, ou en droit civil, c'est un peu l'aboutissement quand même d'un long travail entre le moment où un client est venu vous trouver parce qu'il y avait un problème et le moment où vous êtes vraiment là dans une situation où vous pouvez emporter une décision dans son intérêt. Donc, et ça passe par la plaidoirie. Ça passe par l'oralité, en fait. En fait, ça dépend évidemment à quel magistrat, quel juge on est amené à présenter les choses, mais ça peut emporter une grande différence, parce que vous pouvez, à cette occasion, ça dure 5, 10, 15 minutes dans ces affaires-là, vous pouvez éclairer vraiment l'affaire sous un angle particulier qui vous semble pertinent et déterminant. Et quand le juge reprendra vos écritures, il se souviendra. Ah oui, c'est vrai, il m'a dit que... Et en lisant, avec ça à l'esprit, voilà, il aura plus de facilité à aller vers votre raisonnement, voilà, vers tout ça. Ouais. Et généralement, c'est l'exercice ou le métier d'avocat est présenté plus comme un métier oral, mais on oublie aussi que derrière, il y a tout un travail, et c'est ce qui constitue, en tout cas, ma foi, la première gifle aux étudiants en première année de droit. On se rend compte que ben, c'est pas de l'oralité directement comme ça. Il faut travailler, il faut les heures de TD, les examens à préparer, les cours vraiment à apprendre et tout ça. Vous, aujourd'hui, dans l'exercice, vous conseillerez, vous direz quoi à un jeune étudiant vraiment qui souhaiterait devenir avocat? Je lui dirais qu'il y a autant de manières d'être avocat qu'il y a d'avocats. Et que, en fait, c'est aussi une profession où on peut être inventeur de son activité. Vous avez des avocats qui font que du conseil et qui, donc, au fond, rédigent des actes, des consultations, des choses comme ça, essentiellement en droit des affaires, pas seulement d'ailleurs, mais beaucoup en droit des affaires. Et puis vous avez des avocats qui sont dans l'oralité quasiment à 100%, les grands pénalistes, rédigent pas énormément de conclusions, et eux c'est plus l'éloquence, voilà. Donc en fonction de qui vous êtes, ce que vous voulez faire, vous pouvez trouver la manière d'exercer la profession qui vous convient. Ça c'est la magie de cette profession, c'est que vous pouvez inventer votre exercice, votre manière d'exercer. Donc la première chose, je pense, c'est de se connaître soi-même, mais honnêtement, vraiment, et lucidement. Pas, Ah oui, c'est très important ouais, ce que vous dites. Hein. ouais, ouais. Et ensuite, de se forger un parcours qui corresponde à celui qu'on est et celui qu'on a envie de devenir. Non, mais c'est très important ce que vous dites. Hein. Je l'ai remarqué, cette profession, enfin, pour des passionnés ou pour quelqu'un qui veut vraiment le faire, j'ai remarqué qu'il faut être lucide et vivre véritablement les différentes étapes pour réellement l'appréhender concrètement. Que ce soit de simples expériences universitaires, je veux parler de la pression des TD, des examens, si tu n'arrives pas à comprendre comment toi tu le vis et comment tu peux réellement le gérer, je pense que plus tard ça va te rattraper. Si tu ne connais pas des valeurs propres à toi, des choses que tu souhaiterais incarner dans la profession plus tard, c'est des choses qui vont te rattraper également. Vous pourrez démentir si ce n'est pas ça. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Tout à fait. Et la vie étudiante, au fond, c'est quand même l'antichambre de la vie professionnelle. Hein. Donc, si vous n'êtes pas capable devant un examen de gérer le stress, etc., ben, il ne faut peut-être pas aller vers une profession où vous aurez des moments comme ça, notamment les audiences, les plaidoiries, qui sont déterminants.
et si au contraire, à l'approche d'un examen, vous vous sentez transporté, vous vous sentez vraiment acquérir une force, une capacité, etc., ben, c'est peut-être la profession qu'il vous faut parce que effectivement, le jour de l'audience, là, ça cristallise tout un certain nombre de choses qui sont quand même déterminantes pour la réussite d'une affaire. Ouais. Et je pense aussi que si, par exemple, en première année, on ne le sent pas, on peut prendre tout le temps, la deuxième année, de rester lucide et de travailler là-dessus si c'est quelque chose qui nous passionne jusqu'à avoir ses aptitudes et capacités pour pouvoir poursuivre. Non, mais c'est très intéressant. Et maître, donc aujourd'hui, voilà, je m'en souviens là. Vous pensez qu'on peut départir donc l'exercice du prétoire, un peu la plaidoirie et tout ce qui s'ensuit, de la partie vraiment juridique derrière où on est obligé vraiment de travailler le dossier, de bien comprendre, de l'appréhender, de faire des propositions stratégiques et autres à son client. Autrement dit, est-ce que dans un cabinet ou lors des études, on peut se dire, ben moi, je ne m'intéresse pas aux cours, bien, je n'arrive pas à faire les cours, je n'arrive pas véritablement, je préfère la partie plaidoirie et celui qui veut se chargera du côté de la partie conseil et préparer le dossier. Ah non, mais de toute façon, si vous voulez être avocat, il faut d'abord être un bon juriste, un excellent juriste. Sinon, vous ne pouvez pas être avocat, même pénaliste, au fond. Hein. Même si votre quotidien il est dans l'oralité, il faut avant tout être un bon juriste. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai compris assez tôt. C'est pour ça que je me suis dit que reprendre en première année mes études pour devenir... c'était mieux, j'aurais pu avoir des passerelles, vous pouvez reprendre en quatrième année, mais vous êtes un juriste moyen si vous faites ça. C'est très lucide de votre part. Et en fait, c'est pas bon pour un avocat d'être un juriste moyen. Il faut être un bon juriste, et une fois que vous êtes un bon juriste, éventuellement vous serez un bon avocat. Mais si vous n'êtes pas un bon juriste, vous ne serez jamais un bon avocat, à mon avis. Ah oui. Ouais. Et être un bon juriste passe par le temps consacré au TD, à la préparation des TD, les différentes notions qu'il faut bien comprendre, pas bûcher pour bûcher. Oui, et être capable de raisonner, voilà, par le syllogisme, évidemment, mais pas seulement, hein, mais être capable vraiment de raisonner et de pouvoir restituer un raisonnement de manière claire et lisible. Et ça, c'est quelque chose qui s'acquiert. Ouais. C'est pas forcément naturel, hein, ça s'acquiert. Ah oui. Par le travail. Ouais. Intéressant. Et donc, quel est l'engagement que vous avez dans votre profession aujourd'hui? L'engagement, c'est-à-dire au sens personnel, vous avez prêté serment il y a quelque temps, vous êtes aujourd'hui avocat et vous défendez quoi? Quelle est votre particularité en tant que... votre authenticité dans la profession? Alors, moi, j'ai une proximité naturelle avec les dirigeants d'entreprise, parce que je suis passé par leur parcours. Je sais la difficulté psychologique, le stress, les moments de joie, de découragement qui peuvent être les leurs. Donc, c'est naturellement que je suis plutôt à l'aise avec des dirigeants d'entreprise comme avocat. Donc, ça va être beaucoup du droit des affaires. Et toujours épris de justice, évidemment, donc faire en sorte qu'une injustice soit réparée, ou que ce soit en droit des affaires ou pas. Et puis, plus fondamentalement, et je pense que c'est quand même le cas de beaucoup d'avocats, c'est la défense des droits et des libertés fondamentales. Voilà, donc tout ce qui permet, y compris en ce qu'on appelle pro bono, de faire en sorte que des droits fondamentaux, des libertés fondamentales pour des gens qui viennent à notre rencontre soient défendus, c'est de faire en sorte que ça puisse l'être. Alors il ne faut pas évidemment s'oublier soi-même, il y a quand même la nécessité de nourrir sa famille, etc. Donc on ne peut pas faire que ça. Mais dès que j'ai la possibilité de le faire, je m'efforce de trouver des solutions. Et j'ai même aménagé une plage pour des consultations gratuites, comme ça, pour aider les gens qui ont besoin et qui n'ont pas les moyens. Ah oui. Voilà. Mais ça représente
c'est une plage qui représente à peu près moins de 10% Oui, de sûr. montant, évidemment. Oui, Hein, bien on peut sûr. pas. Mais c'est quand même 10%. Quoi. C'est comme ça que vous arrivez à faire l'équilibre dans votre carrière, vous. Bah, il faut équilibrer les choses. Et alors là encore, se connaître soi-même. Oui. Et moi, je me verrais pas avoir cette profession sans cet élan que je qualifie de généreux, mais qui est un élan vers l'autre. Je pense que Voilà. c'est une des valeurs que vous avez fortement héritées de votre présence, de la présence familiale dans votre vie. Ah bah certainement. Ouais, ouais. On en parlait en début de cet entretien d'ailleurs. Ah non, mais franchement, je vous le dis très honnêtement, votre parcours est très inspirant pour moi dans la mesure où je suis chef d'entreprise, naturellement. Mais ce rapport vraiment de lucidité dans tout ce que l'on fait et dans ce que l'on souhaite faire et ce qui me porte depuis mon tendre enfance, où j'ai un rapport très, j'estime, important à la formation continue. Je suis quelqu'un, j'aime les cercles de réflexion où voilà, ça fuse de partout les notions, où on cherche à comprendre cette curiosité intellectuelle qui me pousse à ne pas m'enfermer dans un carcan. Et horreur aussi, même si des fois ça peut sembler, j'estime aussi, pas bien, de petites voies pour s'en sortir. Je préfère faire les choses de manière vraiment un peu droite pour mieux comprendre de manière lucide, pour comprendre les contours. Après, peut-être aujourd'hui, c'est le discours que je tiens et que après ça peut changer parce que je suis jeune aussi comme... Voilà. Vous avez une conclusion, un mot à lancer justement à nos internautes parce que c'est la deuxième épisode de cette production. Notre objectif, c'est de réaliser 100 épisodes pour la toute première saison. La première saison qui touche donc des avocats, des professionnels des métiers de droit. Rencontrer 100 avocats ou magistrats ou juristes avec des expériences diverses et variées sur les notions de développement personnel, donc mieux les comprendre, connaître la personne qui se trouve derrière la robe, derrière maître qui se trouve. Et donc, est-ce que vous avez un mot à laisser aux étudiants, aux professionnels ou simples explorateurs de l'humain qui souhaitent par curiosité découvrir ce podcast? Bah, moi, j'ai pas de grandes phrases à faire, voilà, bon, mais je pense que pour n'importe quelle personne, jeune ou pas, hein, mais bon, particulièrement pour les jeunes qui veulent avancer, réussir, c'est vraiment d'écouter la petite voix qui nous dit qu'on devrait être plus audacieux, aller de l'avant, prendre des risques, etc. Et ça, c'est vraiment cette petite voix-là. Il faut l'écouter. Parce que de toute façon, il n'y aura pas de survivants. Hein, donc, je veux dire, on connaît la fin. Toutes les vies se terminent de la même manière. Hein, bon. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avant ? Et ce qu'on fait avant, ben, il faut quand même savoir s'écouter, se connaître, avancer et cultiver de la joie, du bonheur pour soi et autour de soi. Je crois que l'essentiel est là. Et donc, il n'y a pas d'autre, pour moi, voie que celle-là. Hein. Donc, être audacieux, voilà. Ne pas hésiter à l'être si on sent qu'on doit ou qu'on peut l'être. Voilà. Oh, mais super. Super, vraiment merci maître. Nous arrivons donc à la fin de cet entretien parcours et résilience parce que chaque parcours mérite d'être inspirant, chaque résilience d'être honorée. PR, chaque pas compte.